Salut tout le monde, toujours avec troisième année médecine, unité thématique de la microbiologie fondamentale. On va aborder aujourd'hui le cours de la relation hôte-bactérie la flore normale. C'est un cours très facile mais très important pour connaître les bases de la microbiologie médicale. Donc on va commencer par les définitions. Les types de relations hôte-bactérie. Saprophytisme. Une bactérie est dite saprophyte lorsqu'elle se vit et se nourrit dans l'environnement, c'est-à-dire les bactéries qui ne se développent pas dans notre organisme, mais se nourrissent des déchets au sein de celui-ci. Le commensalisme. Le terme commensalisme signifie une relation entre deux organismes différents. Donc, les bactéries commensales, ce sont les bactéries qui vivent à la surface de la peau, dans les cavités naturelles de l'homme, ce qu'on appelle la flore commensale. C'est la flore normale de l'homme. Ces bactéries peuvent exceptionnellement devenir pathogènes lorsque les défenses de l'hôte sont affaiblies. Par exemple, en cas de prise des corticoïdes, les sujets infectés par le sida, le diabète, etc. La pathogénicité. La pathogénicité, tout simplement, c'est la capacité d'une bactérie de produire une maladie, ce qu'on appelle une bactérie pathogène. On distingue deux types de bactéries pathogènes. On a les bactéries spécifiques et les bactéries opportunistes. On commence par les bactéries pathogènes spécifiques. Ce sont les bactéries qui entraînent une maladie cliniquement définie et physiopathologiquement définie. C'est-à-dire, on peut poser le diagnostic cliniquement à partir des signes cliniques classiques. Par exemple, on a Treponema pallidum et le syphilis. C'est une maladie sexuellement transmissible. Le Mycobacterium tuberculosis et le tuberculose, qui affectent le plus souvent les poumons. Deuxièmement, on a les bactéries opportunistes. Ce sont les bactéries de la flore commensale, qui peuvent devenir pathogènes lorsque les défenses sont affaiblies, en cas de immunodépression. Par exemple, on a les Staphylococcus epidermidis. C'est une source majeure de contamination des échantillons dans les labos. On a aussi les Escherichia coli, responsables des infections intestinales, qui entraînent des symptômes classiques des gastro-entérites, mais aussi entraînent des infections urinaires. Un porteur sain. C'est quoi un porteur sain? Un porteur sain, c'est un individu infecté par une bactérie sans présenter des signes cliniques de cette infection. Par exemple, après la guérison des fièvres typhoïdes, on a 2 à 5% des individus contenus à héberger les Salmonella typhi, responsables de rechutes, c'est-à-dire des cas secondaires. C'est quoi une infection? Une infection, autrement dit une maladie infectieuse, c'est une maladie provoquée par une transmission d'un micro-organisme, soit une bactérie, un virus, champignon, etc. Ce qui est important dans notre cours, c'est la flore normale de l'homme. Les espèces peuvent être réparties en 4 flores principales. On a la flore cutanée, digestive, des voies respiratoires et voies génitales. On commence par la flore cutanée. La flore cutanée se situe dans la partie externe de la peau. On retrouve surtout les Staphylococcus epidermidis. C'est un cocci gram-positif typique de la peau, présenté surtout dans les narines et le visage. On a le Corynebacterium. Ce sont des bacillis gram-positifs, présentés surtout dans les espèces interdigitaux. On a aussi les Staphylococcus saprophyticus, on va retrouver aussi les Micrococcus, etc. On continue avec la flore digestive. La flore digestive, elle comprend la flore de la bouche, du type digestif, l'intestin grêle, du côlon, l'œsophage, etc. La flore de la bouche. La flore de la bouche, elle est composée principalement par les cocci gram-positifs. Ce sont les streptocoques, alpha-hémolytiques et non hémolytiques. On trouve aussi les cocci gram-négatifs tels que les Neisseria, les bactéries anaérobies
où l'oxygène est très toxique. Les bactéries de la plaque dentaire sont surtout les streptocoques, avec un rôle particulier des Streptococcus mutants dans la genèse des caries dentaires. On retrouve aussi le Physobacterium, responsable de l'angine de 27. Pour la cavité buccale de nouveau-né, le bébé n'a pas encore des dents, ni des bactéries, mais sera rapidement colonisé par des bactéries provenant des parents, par exemple les Streptococcus salivarius. On continue avec la flore du type digestif. L'estomac. L'estomac ne contient pas de bactéries à cause de l'acidité gastrique. En revanche, le nombre de bactéries s'accroît à partir des duodénum jusqu'à le côlon. On retrouve surtout les bactéries aérobies, telles que les entérobactéries. On trouve aussi les cocci gram-positifs, les streptocoques, et des bactéries anaérobies telles que les bactéroïdes et Clostridium. Par exemple, on a le Clostridium tetani responsable de la tétanos. C'est une qui entraîne une paralysie spastique par exemple, on a Clostridium tetani, responsable de tétanos, qui entraîne une contraction généralisée responsable d'une paralysie spastique. Troisièmement, on a la flore des voies respiratoires. La flore des voies respiratoires, elle est similaire à celle de la bouche, c'est-à-dire avec des cocci gram-positifs, des Corynebacterium, des Neisseria, etc. Mais le larynx et la trachée sont dépourvus de bactéries. On retrouve aussi les Staphylococcus aureus qui se vont présenter dans les nez du sujet sain. Et on termine par la flore des voies génitales. La flore des voies génitales, elle comprend la flore de l'urètre et la flore vaginale. Pour la flore de l'urètre, elle est présentée chez l'homme et chez la femme. Elle est composée par les streptocoques, les Corynebacterium, les entérobactéries aussi. La flore vaginale. La flore vaginale, elle est présentée surtout lorsque le pH elle est acide. Le pH vaginal elle est acide, c'est-à-dire présentée en période d'activité génitale. La flore, elle est dominée par les lactobacillis, ce qu'on appelle la flore de deutérienne. On retrouve aussi les entérobactéries, les streptocoques, etc. Le rôle de la flore commensale. La flore commensale joue un rôle très important dans la résistance à l'infection, c'est-à-dire dans le fonctionnement de notre système immunitaire par un effet barrière. Elle joue un rôle aussi dans la digestion. Elle est capable de synthétiser les vitamines telles que les vitamines B12, l'acide folique, ainsi que de la fermentation des fibres alimentaires, le stockage des graisses et la modération de notre système nerveux central. Merci pour votre attention.